des fois, c'est quand ils parlaient, qu'ils étaient deux, par exemple, ils discutaient ensemble de la guerre. Oui, avec leur Et là, frère. c'est pas comme ça qu'on a appris des choses euh, sur ce qu'ils faisaient, parce que entre eux, ils parlaient de la guerre. Mais avec nous, non, jamais. Ah bah oui, il a été pris par les Allemands et puis il s'est évadé, il a été accroché avec sa capote, il s'accrochait dans les barbelés, tout ça. Et puis là, les Allemands ont tiré dessus, ça a traversé une balle, il a traversé l'épaule. Il était neuf dans une tranchée. Et alors, comme il disait toujours, je parlais, personne ne répondait. Ils n'étaient pas causants. Alors, il est resté 1 jour et demi. C'est d'ailleurs la raison pourquoi ils n'ont pas pu lui regreffer un nez. C'était trop tard. Et alors, quand il est sorti, ils étaient tous morts, sauf un gradé, qu'il a emmené sur son dos, qui était très mal en point, et qui s'en est sorti. Et qui est revenu, quelques années après la guerre, le voir. Quand il est sorti de la tranchée, ils étaient tous morts, sauf un seul, qui était un gradé. Il ne savait pas que c'était un gradé. Alors il l'a emmené sur son dos, puis ils l'ont soigné. Et c'est celui-là qui s'en est tiré, qui est revenu le voir après la guerre. Je ne savais pas ce qu'était devenu le gradé, là. Il cherchait toujours à savoir, et puis il ne savait pas bien, parce qu'il dit j'espère qu'il s'en est tiré, que je ne l'ai pas, parce qu'il avait mal au dos en plus. Alors il l'a emporté sur son dos, il a dit je ne voulais pas le laisser, alors il dit je voudrais bien savoir s'il est vivant encore. Et alors je ne sais pas comment qu'ils ont su que lui a dû savoir, il a dû se renseigner, qu'il sait qu'il avait pu le sauver, quoi. Alors quand il est rentré au salon de coiffure, puisque mon beau-père avait un salon de coiffure, il était sabotier en même temps, et il lui a dit je viens vous voir monsieur parce que vous m'avez sauvé la vie. C'est vrai que la guerre, on dit souvent le froid, la boue, le gel, les tranchées, mais l'été c'était très dur, il n'y avait pas à boire. Donc c'est ça qui l'avait marqué. Plus les gaz, plus les tanks, il racontait tout ça. Je l'ai entendu raconter aussi qu'il allait cueillir des fraises, je ne sais pas où. Ouais, ça j'en ai parlé aussi, Oui. dans le petit texte. Oui. Ils étaient près de Verdun, je crois, dans un secteur qui était devenu un peu plus calme. Et les deux tranchées ennemies, ils essayaient de les déplacer. Entre les deux tranchées, il y avait des fraises, des fraisiers. Et là, comme on a vu dans certains films, cessez le feu improvisé, sans que ni les deux capitaines face à face ne disent quoi que ce soit. Ils sont sortis des tranchées, ils ont pris leurs casques, ils ont rempli, c'est incroyable comme ça, ils ont rempli les casques de fraises, et ils sont retournés dans les tranchées, et ils ont repris les hostilités. Mon père, je l'ai entendu raconter, il a été travailler dans les mines, mais il a fait aussi la guerre des mines. C'est-à-dire qu'il creusait une cavité sous les tranchées allemandes, et il bourrait des munitions, puis il faisait sauter. Il y a eu certainement des enterrés vivants, mais les Allemands faisaient le même truc aussi. Et c'est aussi dur, quand il entendait un soldat dire « Pauvre mère, si tu voyais ton fils dans l'état qu'il est », il disait il n'en avait pas pour 2 heures à vivre. Au commencement, les premières fois, non, on avait peur, mais après, il marchait sur les morts comme n'importe comment. Il ne bougeait même pas pour passer à côté. Il passait par-dessus. Tandis que papa, lui, quand il a été blessé, était dans un trou d'obus. Et il était vraiment visé parce qu'il ne pouvait pas redresser la tête, les balles lui sifflaient. Et il a été 24 heures dans le trou d'obus, et tout d'un coup, il a dit, mais enfin, j'ai plus qu'une jambe. Et il s'est aperçu que la jambe était derrière son dos. Il a eu la même blessure que le grand-père. Oui, le grand-père à Eugène Le Breton. Mais papa lui a été soigné par les Français, et le grand-père à Eugène a été soigné par les Allemands. Alors la gangrène s'est mise, il a fallu lui couper la jambe. Tandis que papa, on voyait très bien par où était rentrée la balle et par où elle était sortie. Mon père disait que quelquefois, quand il y avait trop de morts,
Et ben, ils les enfonçaient dans les tranchées, et puis bon, ils restaient là. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de soldats qui sont restés morts dans le fond des tranchées. Hein. Alors, entendre dire mon père, les seules paroles que j'ai entendues dire de mon père. Il a été blessé, il a eu une balle qui l'a frappé au front, là, et puis une autre dans la jambe. Et comme sa jambe était blessée, il est tombé par terre, là, et il ne pouvait pas se relever. Alors il a été relevé par des Allemands, et qui l'ont fait prisonnier. Mais il a été soigné dans un hôpital allemand. Il a toujours dit qu'il avait été bien soigné. Il était au front, hein, c'était dans le nord, et il était très... la bataille était rude. Hein. Et puis il a été blessé à Bapaume, dans le nord. Bapaume, oui. Oui, Bapaume. Oui, oui. Hein. Et alors il s'est écroulé, forcément, il perdait beaucoup de sang. Mais il n'était pas tout seul, il y avait plein de blessés et tout ça. C'était une bataille très pénible. Et il perdait beaucoup de sang. Alors il s'est dit, voilà. Alors avec sa chemise, il a déchiré un pan de sa chemise et s'est fait un garrot pour empêcher le sang de... Oui. Hein, voilà. Et alors il raconte qu'il avait très très soif, très faim, très ça. Et puis alors il était que parmi les blessés. C'est évident. Et des morts. Et des morts. Et des morts, bien sûr. Il entendait tout ça, le râle des mourants et tout. Et il raconte aussi qu'il avait si soif, parce qu'il est resté quand même 3 jours et 3 nuits sur le champ de bataille sans aide, quoi que ce soit. Hein? Il n'y avait pas d'infirmier qui passait, ni de médecin. Voilà. Et il disait qu'il avait si soif que ça lui est même arrivé d'uriner dans son casque et de boire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'avant d'être pris en charge par les infirmiers allemands, il y avait eu un premier passage d'Allemands, je pense déjà, qui ont voulu le tuer, l'achever, et un a voulu lui prendre son alliance et lui a dépossédé de le peu d'argent qu'il avait sur lui, qui avait même voulu lui prendre une photo, je crois, de la grand-mère. Enfin bref, et il n'a pas pu lui enlever l'alliance parce que c'était peut-être gonflé, bref. Et c'est l'autre camarade qui a dit on s'en va. Mais sa vie a tenu à un cheveu, là. Au bout d'un moment, il a quand même été secouru un peu plus et il est parti. Il a été, mais est-ce que c'était Il n'aurait peut-être pas dû être amputé parce que c'était... Ah oui, mais ça, dans un premier temps, je pense qu'il a été emmené dans un réduit, dans une espèce d'hangar, et après dans un hôpital quand même. Mais alors, sa jambe était tellement abîmée qu'ils ont été obligés d'amputer. Mais ils ont plâtré la jambe, alors qu'ils n'avaient pas enlevé l'enveloppe de la balle. Hein? Alors forcément, ça s'est aggravé, forcément, ça s'est affecté. Et il a été très très malade, il allait mourir. Alors ils lui ont coupé la jambe, voilà. Mais papa lui a eu de la chance parce qu'il a été soigné par des Français. Et s'il avait été ramassé par les Allemands, il aurait été juste pareil comme le père Bourdeau. Ils s'en seraient bien passés, mais quand même, dis donc, ils avaient sauvé la France. Et c'est ce qu'ils disent, si les Allemands, ils avaient avancé, et puis dis donc, ils sont rentrés en Lorraine, ils ont été dans les caves, ils se sont tous enivrés, et c'est comme ça qu'on a gagné la guerre, parce que sinon, c'est ce qu'il dit, on l'aurait perdu. Hein. Et puis, bon, dans les caves de champagne, ils défonçaient les fous de champagne avec la baïonnette. Comme ils sont saoulés, les Français ont attaqué, ils les ont repoussés forcément. Mais les Français, une fois dans les caves, ils en ont fait autant. Et puis, ils retournent. Et puis, c'est à partir de là, je crois que les Allemands se sont trouvés un peu... vu qu'ils les ont repoussés après, parce qu'ils sont revenus aussi après, mais ils ont recommencé forcément. Et qu'ils auraient commencé à perdre la guerre là, quoi, d'après les entendre dire. Le grand-père, comme tous les jeunes de cet âge-là, a été mobilisé, il est parti au front. Alors pendant ce temps-là, la grand-mère, elle a dû s'occuper des enfants, d'accord, mais elle s'occupait aussi des travaux des champs. Voilà.
Alors, en plus, elle était enceinte, puisqu'elle attendait le troisième. Hein, et elle avait beaucoup de mal, c'est vrai. Ils habitaient cette ferme où habitaient ces personnes, eh bien, habitaient à côté d'un château. Et le château, il existe toujours, il est à Créviac. C'est le château de Créviac. Hein. Et dans ce château, il y avait Monsieur Bolaton, il s'appelait, et il avait deux filles. Alors, pendant la guerre, voilà que il y avait la maman a été malade, et puis elle est morte. Et comme c'était des gens qui n'avaient pas de famille, c'était les voisins qui sont allés à la mairie pour inscrire le décès. Et alors, le secrétaire, il regarde, il s'appelait Garot. Garot, oh, le voilà qui pâlit, parce qu'il venait de recevoir un avis de décès du papa qui était au front. Alors donc, ce jour-là, ces deux petits, ils avaient déjà perdu leur maman, puisqu'on venait pour le décès, et ils apprenaient que leur papa était décédé aussi au front, ce même jour. Alors, les gens, comme ils n'avaient pas de famille pour les recueillir, les gens du château, monsieur et madame Bolaton, les ont pris et ils les ont élevés. Hein. Alors, la grand-mère, moi, mes grands-parents qui étaient paysans, pas très loin, comme elle venait d'accoucher d'une petite fille. Et elle avait elle allaitait, et elle avait énormément de lait. Alors les demoiselles du château qui connaissaient, elles faisaient un peu le rôle d'infirmière dans le village, enfin voilà. Hein. Eh bien, elles sont venues contacter ma grand-mère en lui disant « Tu ne pourrais pas faire quelque chose pour ce petit qui est encore au sein ?» Il n'y avait pas de lait, c'était compliqué comme tout. Alors, ma grand-mère, hein, elle s'est dit aussi, moi je peux bien en élever un autre avec Alors donc, elle accepte d'allaiter ce petit bébé qui n'avait plus de parents. Il n'en parlait pas souvent. Oh non. Non. Avec des copains quand il venait à la maison. Mais autrement, des copains qui avaient été prisonniers, qui avaient été pareils, comme lui, oui. Ah, mais on en parlait beaucoup, les anciens combattants ensemble, quoi. Ah, c'est comme ça qu'on apprenait le plus, quoi. Alors pour son nez, là, il a eu 9 opérations pour pouvoir lui remettre les narines, parce qu'il avait les narines forcément entre les yeux, ils lui ont remis les narines plus bas. Alors 9 opérations qu'il a eues. Il a continué, oui. Parce qu'on était en ferme, alors vous savez ce que c'est dans les fermes, il fallait bien travailler. Il faisait le travail quand même de la ferme. Mais il y a des fois, il avait mal, parce que toute son épaule avait été blessée. Et bien, des fois, il en parlait. Il avait sûrement des restes de blessures. Oh, ben, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Ceux qu'on avait il y avait des gens qui avaient même plus de jambes. On a connu une personne qui n'avait plus de jambes après la guerre. Il vivait quand même. J'ai entendu mon père dire, quand la guerre 39-40 a éclaté, il a dit « J'aimerais mieux me faire tuer ». Parce que dans notre village, il y avait 4 août, on appelait ça les 4 août. Alors il avait dit « J'aimerais mieux me faire tuer au 4 août que de retourner à la guerre ». La preuve que c'était dur. Il écrivait, mais il n'avait jamais dit à ma belle-mère qu'il avait plus de nez. Elle l'a su que quand il est arrivé à Nozem, personne qui lui a dit comme ça « J'ai vu ton mari à la gare, il a plus le nez ». Alors elle a dit « Ça va pas, non ?» Ici, malheureusement, c'était vrai. Mais il n'en avait jamais parlé sur ses lettres. Il dit, un jour, j'avais un bon copain, puis ils étaient dans les tranchées, c'était leur tour de monter à l'attaque. Il dit, j'avais un bon copain, et puis il me dit, tu vois, c'est mon tour de monter à l'attaque, et puis je sais que je ne verrai pas ma connaissance. Sa connaissance, c'était sa fiancée, parce que c'est comme ça qu'il appelait les fiancés autrefois. Alors
Il lui avait dit, ben, tu lui parleras à ma place. Il lui avait confié sa montre et puis une lettre, parce que dit, je ne reviendrai pas. Alors il est monté à l'attaque, et puis ben, il n'est pas revenu. Alors mon père me racontait ça en pleurant, évidemment. La grand-mère, puisqu'il n'était pas revenu encore, le grand-père, elle était à travailler au champ, et puis elle avait ses enfants, hein, la petite, avec le bébé, puisqu'elle en élevait un autre. Alors dans le landau, elle avait sa petite fille, plus la petite fille du château, le petit garçon du château. Voilà. Et ils étaient au champ à travailler. Et tout d'un coup, la grand-mère, elle a entendu un coup de sifflet qu'elle a reconnu très très bien comme étant le sifflet du grand-père. Elle s'est dit, ça y est, il est rentré. C'est son mari. Hein, son mari est rentré. Alors, en vitesse, ils ont plié les outils et en se pressant, ils sont retournés dans leur maison. Et en effet, le grand-père, mais il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas non plus, tu sais, pour s'écrire, ils n'avaient pas beaucoup de possibilités. Hein. Alors bon, il y avait eu un échange de grands blessés à ce moment-là. Alors comme mon grand-père, il n'avait plus qu'une jambe, il a été blessé au front, eh bien... Alors, il a échangé. Alors, il y a eu un échange de prisonniers allemands et de prisonniers français. Et alors, donc, il est revenu, mais un peu sans crier gare. Alors, ce jour-là, il est arrivé, toujours bien mon grand-père, à la mairie de Nozay. Hein, et puis, il n'y avait pas de voiture. Alors, c'est en voiture à cheval qu'il a été conduit dans sa ferme. À Créviac. À Créviac, ça existe toujours. Et puis c'est là que la grand-mère avec les enfants sont arrivés vite fait, et c'était la joie, forcément, ils se sont retrouvés. Voilà. Ils étaient patriotes. Et alors, sa mère était une femme donc seule, avec 6 enfants. Hein, et donc, petit à petit, à mesure qu'il grandissait, il s'occupait de la ferme, il l'aidait en fait. Hein. Mais c'était une femme qui était très religieuse, pratiquante, mais pratiquante, je dirais, à l'extrême en fait. Hein. Et donc, ça a beaucoup aidé sûrement les restants et ceux qui étaient sur le front. Dans les lettres, on a remarqué ça. On parlait beaucoup de religion en fait. Hein. Il est revenu qu'en fin de guerre. Il ne nous a jamais bien dit à quelle date il avait été blessé. Mais il est revenu, en fin de guerre qu'il est revenu. Il a été plus d'1 an, dis donc. Une fois guéri, il lui a brisé la jambe. Alors, c'est comme demander du temps. Il aimait en parler. Voilà, mais c'est bizarre, on ne lui a jamais demandé la date de sa blessure. Jamais. Il parlait de Verdun, de Douaumont, de tout le chemin des dames. Il a tout pu parler par rapport. Les hommes étant partis à la guerre dans les fermes, surtout ceux qui étaient agriculteurs, c'est les femmes qui entretenaient la ferme et qui faisaient le travail de l'exploitation avec des domestiques. Mais elles ont beaucoup travaillé, les femmes, pendant la guerre. Pas seulement dans les fermes, mais aussi dans les usines et partout où il fallait suppléer aux hommes qui étaient partis. Ma belle-mère, elle a travaillé à l'école publique. Il a dit qu'il avait appris des choses en Allemagne. Il avait appris à travailler en Allemagne, par exemple pour le jardinage. Et sans doute que les Allemands étaient plus en avance que les Français par rapport au travail agricole, en tout cas. Et il a toujours dit qu'il avait appris des choses en Allemagne. Alors, donc le jour, il travaillait dans les champs, ou enfin, dans les élevages, je sais pas. Et la nuit, il rentrait au campement. Ils devaient rentrer. Ils avaient un matricule, ils étaient surveillés quand même. Autrement, ça aurait été facile de s'évader peut-être.